10% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur JCDecaux. Alors, ce qu'est-ce une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Donc en premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité de son business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus au calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. JCDecaux, c'est un groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine. Donc je pense que à peu près tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Donc on parle des panneaux publicitaires qui a simplement donc dans votre rue des panneaux déroulants avec 3 ou 4 affiches en moyenne. On va avoir les panneaux aussi avec une seule publicité dans les arrêts de bus. Par exemple, je sais moi j'habite à Marseille et à Marseille il y en a énormément. Donc sur tous les arrêts de bus, c'est JCDecaux qui a donc ce monopole là. Donc on est possiblement sur une rente, c'est-à-dire une entreprise qui possède un monopole dans plusieurs villes, en tout cas en France, et qui aujourd'hui, même si son chiffre d'affaires peut baisser, c'est-à-dire le nombre de panneaux qu'elle peut installer, etc., elle est quand même le leader en France. Donc l'actionnaire, ça c'est important, on est sur 70% d'une holding détenue à 100% par la famille, c'est-à-dire qu'on est sur une entreprise alignée avec les intérêts des fondateurs, et donc de la famille, et ensuite on a à peu près un tout petit peu de salariés, et 28% en public, c'est-à-dire en flottant. Donc on est sur une entreprise qui, de son introduction en 90 jusqu'à 2014, a fait x10. Et ensuite, de 2015 à aujourd'hui, son cours a été divisé à peu près par 2,5. Donc aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être la fête pour la publicité. Maintenant, on va essayer de comprendre si oui ou non, est-ce que c'est réellement la fin pour JCDecaux ou pas, seulement en point de vue quantitatif. Donc on est sur une capitalisation de 3,70 milliards. On va regarder à peu près les chiffres d'affaires, on voit qu'ils végètent, donc de 2017 à 2023. Est-ce que les marges augmentent? On voit que le profit brut, effectivement, il passe de 780 millions à 954 millions. Est-ce que les dépenses d'exploitation augmentent aussi? On voit qu'elles augmentent plus faiblement aussi que le revenu total, ce qui fait que le bénéfice d'exploitation augmente lui aussi. Par contre, on voit que le coût du capital est plus important. Les charges d'intérêt sur la dette sont assez fortes, c'est-à-dire qu'elles représentent 30% du bénéfice d'exploitation, donc on a une marge nette qui se réduit d'autant. Donc on va aller voir ça. Est-ce que déjà on a un total d'actions qui végète et qui augmente légèrement? On a donc des marges brutes qui augmentent ou qui stagnent, donc ça c'est assez bon. On a des marges opérationnelles qui stagnent, mais bon, en enlevant le fait que le Covid lui a quand même fait beaucoup de mal et qu'elle a dû se rattraper, aujourd'hui on est quand même sur, voilà, on le voit, 10% de marge opérationnelle. On a une marge EBITDA qu'il faut peut-être pas prendre en compte et une marge nette qui tourne aux alentours de 6. Donc on voit que cette marge nette aurait pu potentiellement être plus importante si l'entreprise n'avait pas un coût du capital aussi élevé, c'est-à-dire une dette qui lui coûtait aussi cher. Elle a un rendement des capitaux propres et du capital investi extrêmement faible, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand elle s'endette, elle va s'endetter à des taux assez élevés. Donc maintenant qu'on a vu à peu près la structure du compte de résultat, on va essayer de regarder ce qu'on trouve au bilan. Donc on est sur une equity à 2.5, c'est-à-dire qu'elle est valorisée plus que son equity. On va aller regarder qu'est-ce qu'on trouve dans nos actifs. Donc déjà, on trouve 1.6 en liquidité. On trouve de l'immobilisation incorporelle pour 2.37 et de l'usine pour 3.47. D'ailleurs, on voit que l'usine a tendance à se déprécier. Donc on va aller regarder et comparer la dépréciation et amortissement qui est aux alentours de 1 milliard. 1 milliard à peu près, donc qui baisse de plus en plus, étant donné qu'on a de moins en moins d'usines. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près avec moins d'usines, moins de dépenses d'exploitation, on voit qu'elles augmentent moins fortement, moins d'usines, etc. On essaye d'améliorer notre marge opérationnelle. Maintenant, donc ça c'est ce qu'on a vu. Ensuite, en termes de dette totale, on est sur 5.41 pour à peu près un revenu hors exploitation qui s'établit à 180 millions sur 5 milliards, ce qui nous donne à peu près le taux auquel elle emprunte est à peu près à 1,8%. Donc en soi, c'est assez faible. Si on regarde le cash lié aux activités d'exploitation, on voit qu'il végète. C'est-à-dire que depuis 2018, au moment où elle a dû faire une grosse acquisition, il ne s'est pas passé grand-chose. On le voit ici. Donc cette acquisition à 646 millions lui a permis quand même d'assurer une certaine rente en soi. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui est calculé dedans. On a un revenu net qui s'établit à peu près à 200 millions en moyenne. Et ensuite, on va aller récupérer cette dépréciation et amortissement, c'est-à-dire ce cash qu'on met de côté pour investir. Maintenant, combien est-ce qu'on investit en moyenne en dépenses d'investissement? On voit qu'elle a été assez faible pendant un certain moment. On voit qu'en ce moment, elle a tendance à réaccélérer. On voit qu'elle représente un peu plus d'un tiers de la dépréciation et amortissement. Ce qui fait que potentiellement, l'entreprise arrive à
avoir toujours autant de ventes, avoir un chiffre d'affaires qui continue d'augmenter même si c'est léger, tout en investissant moins. Sachant que ce qui est compté en dépréciation et amortissement, je pense que vous le savez évidemment, sur le compte de résultat, lui permet de baisser son bénéfice net et donc mécaniquement de baisser les taxes. On a des dépenses d'investissement qui sont extrêmement faibles, ce qui fait qu'après il nous reste 600 millions. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 600 millions? En ce moment-là, on rembourse de la dette, et ensuite, apparemment, on va aller le mettre en... On prend moins 1,5. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont calculés, mais en termes d'actions, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a de les rachats d'actions, mais en même temps, il y a de l'émission d'actions. Donc évidemment, ça doit peut-être être pour la famille, j'imagine. Émission de la dette, on voit qu'il y a du remboursement, on voit qu'il n'y a pas de dividende qui est versé. L'entreprise ne verse pas de dividende. Donc c'est peut-être comme ça que la famille se rémunère, en augmentant le nombre d'actions, et en les vendant possiblement. Donc en se diluant eux-mêmes, qui sait, et autres éléments financiers. Donc ce qui techniquement, voilà, on le voit ici, moins 600 millions, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Ce qui fait que bizarrement, notre total d'actifs, donc de liquidité, elle s'est retrouvée là. C'est-à-dire qu'on a récupéré 200 millions, voire 300 millions en liquidité. Et en plus, donc on a réduit notre dette. Donc notre dette qui d'ailleurs, à un moment, s'établissait à 6,99 et de plus en plus, on l'a réduit. Donc potentiellement, on est sur une entreprise qui se porte bien. Elle a un bilan pas extrêmement sain. Il y a beaucoup d'immobilisation corporelle. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne la déprécie pas. Après, apparemment, vous le voyez, produits et charges opérationnelles, à certains moments on l'a fait, mais aujourd'hui, on n'a pas l'air de déprécier quoi que ce soit, c'est-à-dire de déprécier notre goodwill. Ça, c'est un peu dommage, je pense que ça serait bien de le faire. En termes de revenus, donc on voit à peu près ce qui prend le plus de place, et donc on voit en moyenne les displays qui bougent et qui végètent, les transports qui, eux, baissent en moyenne, et Street Furniture qui, elle, par contre, augmente. Donc maintenant, à voir qu'est-ce qui prend en compte. Ensuite, on voit quand même que de manière géographique, elle est extrêmement bien placée, hein, c'est-à-dire qu'elle est placée partout. Donc on a l'Europe qui végète, qui augmente, l'Asie-Pacifique qui diminue, la France qui végète aussi, le reste du monde qui végète aussi, United Kingdom qui végète, et les États-Unis, pareil, qui végètent vers le bas. Donc potentiellement, en fait, on est sur un business qui meurt. Donc l'entreprise investit de moins en moins dans son business, parce que son coût du capital est assez important, même si la dette, on l'a vu, c'était quand même 1,8%, mais le fait qu'elle soit aussi imposante en volume, 1,8% à partir du moment où on arrive sur une dette beaucoup plus importante que seulement la CAPI, bah évidemment que, même si c'est 1,8%, en fait le volume est trop important. Donc en termes de valorisation, on voit que par rapport au prix flux de trésorerie, c'est-à-dire 3,54 aujourd'hui, même s'il faudrait peut-être le recalculer, on voit qu'en moyenne, elle se paye ce genre de ratio de prix flux de trésorerie, c'est-à-dire à peu près 3,5 fois le ratio. Donc on va essayer de le recalculer ensemble. Donc on est sur 1.10, on investit à peu près 372, ce qui nous fait garder à peu près 800 millions. Sur les 800 millions, on va utiliser tac, donc il nous reste à peu près 500 millions. Et 500 millions sur à peu près une capitalisation de 3.13, ça nous donne à peu près 7 fois les bénéfices. Donc en moyenne, JCDecaux se paye 7 fois les bénéfices pour une entreprise qui n'a pas forcément de croissance, même si on regarde que le revenu total commence à se rapprocher de 2018 et potentiellement peut-être dépasser 2019, ce qui sera assez bien. Maintenant, à savoir si c'est en volume ou est-ce que juste on augmente nos prix de publicité, même si en même temps il y a de la concurrence sur internet, etc. Donc peut-être que ça a tiré les prix vers le bas, qu'ils ont dû augmenter les volumes. Voilà, allez regarder un petit peu la stratégie de l'entreprise. En tout cas, aujourd'hui, JCDecaux semble être sous-évaluée. Elle vous offre un rendement de 10% sur les bénéfices nets. Ça peut être assez intéressant. Maintenant, allez regarder la stratégie de l'entreprise, comme je vous l'ai dit. Écoutez les conférences call et lisez les DEU. C'était Max. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.